Madame Pauline n'est pas la femme de Ben Archat, et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Des aliens tout verts, une famille tout jaune, des soucoupes volantes et un dôme géant, deux films que vous avez choisis et qui à première vue n'ont rien à voir, mais on va quand même essayer d'en faire des parallèles foireux. Bienvenue dans Rien à voir les films, épisode 11. Bonjour Benjamin. Salut Thomas. Alors cette semaine, c'est nos viewers ou nos auditeurs qui ont choisi nos films. Est-ce que tu es satisfait? T'as été un peu surpris, non? Bah écoute, on a eu plein de propositions. Déjà, ça c'est cool, on vous remercie. On a eu un peu de tout, c'était sympa. On n'a pas pu tout choisir, évidemment. Il a fallu qu'on fasse un choix entre deux films. Donc ces deux films, Les Simpsons le film et Mars Attack. Ouais. Mars Attack de Tim Burton. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que avant-hier, là, j'ai regardé Batman le défi pour la première fois, qui est donc le dernier Batman que Tim Burton a réalisé. Qu'il a fait, alors pas juste avant Mars Attack, parce qu'entre les deux, il y a eu Ed Boon, avec Johnny Depp. Il est réputé pour être le pire réalisateur de l'histoire, et du coup, il a fait un film biographique sur lui. Ok. Voilà. Ah, je connaissais pas ce film. Mais du coup, ouais, il est sorti entre Batman et Mars Attack. Mars Attack, quand j'ai appris, tu sais que il y a un petit moment que c'était un film de Burton, Mais ça surprend un peu parce que c'est vrai que c'est pas du tout, ça ressemble pas à un film de Burton. ça dépend. Enfin, les aliens, en fait, quand tu regardes ce que fait Burton à côté en termes de dessin, ça a du sens. Surtout la femme... Ouais, la femme alien c'est vrai. dans les courbes et tout. Mais c'est vrai que le reste, ça fait très... je sais pas, enfin, il y a une patine particulière. Oui, à la fois ça lui ressemble, à la fois ça lui ressemble pas. En Je termes suis d'accord. d'esthétique très colorée, un peu avec de l'humour un peu burlesque, c'est... Ça ressemble plus à Pee-wee. Oui, et paradoxalement, c'est vrai qu'il Voilà. a fait Pee-wee. Donc ça ressemble plus à Pee-wee que, évidemment, ces films, on va dire, il est plutôt réputé pour faire des films sombres, avec très peu de Typiquement couleurs. Batman le défi, ou Oui, voilà. Édouard aux mains d'argent, tout ça. Et donc ce Batman le défi, qu'est-ce que t'en as pensé? Plutôt sympa, j'aime beaucoup l'esthétique. En vérité, alors, pas mal de facilité. Un peu grosse, c'est-à-dire que voilà, le pingouin, il commence une carrière médiatique en sortant des égouts. C'est encore le truc de « Oh, je sauve un enfant qu'un homme de main a kidnappé 30 secondes plus tôt et que tout le monde en mode « Oh oui, il a sauvé l'enfant ». Je me suis dit « Attends, mais c'est un peu gros, là, quand même. Bah non, mais c'est parce qu'il a une apparence qui est un peu terrifiante et c'est pour ça que... Non, mais personne s'est dit « L'homme de main, le gang du pingouin, il a kidnappé un enfant pour que l'autre il puisse le sauver, faire son truc. » Enfin, c'est là où je me suis dit « C'est un peu gros pour démarrer ton histoire. » Je pense que il y avait moyen de le faire un peu différemment. Je pense qu'il y a que ça que t'as à reprocher au film, ça va. Non, parce que le reste, c'est des petites facilités, de rien du tout, tu vois, c'est si tu pinailles. Mais vraiment, c'est là où je me suis dit, c'est un peu gros. Mais à part ça, musique incroyable, la DA, tout ce qui est très très bien, évidemment. Les interprètes, ils sont bons. Des fois, c'est un peu dans le surjeu, mais bon, c'est un peu le temps du film, donc c'est pas très dérangeant. Mais oui, globalement, j'ai bien aimé. Mais du coup, faut que je voie celui de 89. Ceux de Schumacher. Non, celui avec Jack Nicholson. Ah, parce que t'as pas vu du coup le... Non, j'ai toujours vu que 2-3 extraits par-ci par-là, mais je l'ai jamais vu. Ah oui, du coup t'as commencé par la suite avant de voir le premier. Exactement. Du coup tu vas voir Batman qui dort à l'envers, c'est Oui, la je même sais, chauve-souris. Mais d'ailleurs, ça, c'est un truc un peu con dans Batman le défi. Quand il y a le Bat-Signal qui arrive vers le manoir Wayne, et en fait, Bruce Wayne, sur son manoir, il a des lentilles avec le logo du Bat-Signal qui se réfléchit la lumière et ça lui amène le logo directement dans le salon. Mais du coup, c'est-à-dire que Bruce Wayne, il a des symboles de Batman sur son manoir. C'est pas le truc le plus cramé du monde. C'est stylé, mais c'est le genre de... Je me suis dit, c'est bon, esthétique. pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce plan où il y a Michael Keaton qui se relève de son fauteuil avec le symbole derrière, il est très classe, on va pas se mentir. À un moment donné, je pense que certains sacrifices de scénario sont faits pour de l'esthétique. Ouais. Voilà. Mais je tiens à rappeler que j'ai bien aimé le film, pas de souci avec ça. Et bien en tout cas, nous, chaque semaine, on parle de deux films qui nous plaisent, on les compare, on les décortique pour trouver des points communs ou des points de divergence, et on fait des digressions pour parler de tout et n'importe quoi en lien avec ces films et avec le cinéma. Le lien de notre Instagram est dans la bio, et si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le partager, en parler à vos amis, à votre famille qui aiment le cinéma. Et cette semaine, c'est donc vous qui nous avez suggéré des films dans notre story sur Instagram, et parmi vos suggestions, on a retenu ces deux films que sont Mars Attacks de Tim Burton et Les Simpsons, le film, deux comédies, mais qui n'ont rien à voir, ou pas, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, Les Simpsons, le film, c'est le premier film d'animation qu'on traite dans l'émission, Oui. et je suis assez content de ça. Et donc, pour commencer, de quoi ça parle, Mars Attacks? Alors, dans Mars Attacks,
Donc on se situe quelque part entre les années 90 et les années 50, c'est ça qui est assez intéressant. Donc dans cet univers, les Martiens débarquent sur Terre, et le président des États-Unis, qui n'est d'autre que Jack Nicholson, rien que ça, il décide de les accueillir, voilà, de leur faire un comité d'accueil, de les accueillir en paix, de discuter avec eux, voilà, c'est une nouvelle rencontre. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Au niveau du titre, vous vous en doutez. Il y a des Martiens qui attaquent. Mais non, Je te jure. putain, incroyable. Et Les Simpsons, le film, alors Les Simpsons, déjà tout le monde connaît. Hein. C'est une série de 35 saisons qui a été créée par Matt Groening. La vache. Et c'est une des plus longues séries de l'histoire de la télévision. Et en 2007, elle a donc eu droit à son film pour le cinéma. Et alors dans ce film, on suit toujours les aventures de cette famille typiquement américaine, les Simpsons, avec Homer, le père, Marge, la mère, et leurs 3 enfants, Bart, Lisa et Maggie, qui vivent à Springfield. Mais contrairement à la série où on va suivre un peu leurs péripéties du quotidien, là on est au cinéma, et donc on va voir les choses en grand. On parle d'enjeux écologiques, de la ville qui se fait recouvrir par un dôme géant, du gouvernement américain, et des Simpsons au milieu de tout ça, qui cherchent à fuir en Alaska à cause du comportement irresponsable d'Homer et de Spider Cochon, Harry Crotter, a.k.a. Harry Crotter. soyons précis. Et tout ça avec un budget important de 75 millions de dollars, qui permet de faire des plans chargés, détaillés, certains avec de la 3D. Et on fait apparaître d'ailleurs pratiquement tous les personnages iconiques de la série. C'est un film qui est assez généreux visuellement, mais qui demande de connaître un minimum le matériau de base quand même. Après, je pense que tout le monde a déjà vu au moins un épisode des Simpsons. Je pense qu'à partir du moment où on a vu un épisode, Oui, le délire est... Ouais. alors évidemment, le film, c'est une comédie qui reste très drôle, qui respecte l'ambiance générale de la série, qui cache plein de références, que ce soit à la série ou au cinéma, mais qui aborde aussi des thèmes assez sérieux et qui remet notamment en question les liens qui unissent cette famille et les épreuves qu'ils vont devoir surmonter. Et donc, en quoi ces deux films, pour toi, sont comparables, Benjamin ? Alors déjà, c'est comparable parce que c'est des deux comédies, on l'a déjà dit. Ouais. Mais c'est surtout, en fait, parce que le gouvernement américain est un peu au centre des deux films. Alors dans Mars Attack, parce que c'est lui qui doit réagir à cette invasion martienne. Et dans Les Simpsons, le film, le gouvernement est l'antagoniste du film parce qu'il doit réagir aux actions qui sont perpétrées par les habitants de Springfield, et évidemment par Homer plus particulièrement. Dans Les Simpsons, le film, c'est pas forcément le gouvernement directement, c'est APE, c'est une société... L'association protectrice de l'environnement. Exactement, et ça appartient plus ou moins au gouvernement, c'est pas... Oui, c'est comme un ministère, quoi. Enfin, voilà, c'est un ministère américain qui fait du lobbying auprès du président, tout de même. C'est pas le président directement, en plus, contrairement à Mars Attack. Là, c'est le président, c'est Schwarzenegger dans Les Simpsons. Et justement, on fait bien en sorte qu'il ne décide pas, enfin, qu'il décide, mais sans avoir lu, parce que, comme lui dit le président de l'APE, au moins, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas être considéré comme fautif. Exactement, et c'est un homme d'action, pas de réflexion. Bien sûr. Monsieur Schwarzenegger. Qui est doublé par son vrai comédien de doublage, donc Daniel Beretta, voilà, qui faisait Schwarzenegger, qui nous a malheureusement quitté là, il y a quelques jours, je crois, en plus. Ah ouais ? Ouais. Ah, merde. Et qui rejoindra du coup Alain Dorval, le doubleur de Stallone. Voilà, comme quoi deux icônes. Deux icônes de la VF. Et donc APE, en fait, sous prétexte de vouloir protéger la planète, se met d'un seul coup à menacer et à enfermer des milliers d'habitants, jusqu'à vouloir les bombarder à la fin carrément. Sous un dôme. Sous ce fameux dôme. Et tout ça, en fait, ils le font en cachant toutes les informations à tout le monde, en se faisant passer pour les gentils, notamment avec un microfilm de propagande avec Tom Hanks qui vient faire un petit caméo Voilà. en mode « Regardez, vous allez bientôt pouvoir visiter le nouveau Grand Canyon qui est au milieu de Springfield. » Évidemment, il n'y avait rien avant ici. Il n'y avait rien du tout avant. Donc ils se font passer pour les gentils, un peu comme les Martiens de Mars Attack, Ouais. qui, quand ils débarquent, ils disent coin, 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 mais ce qui est traduit par nous venons en paix, avant de massacrer tout le monde, bien sûr. Et alors d'ailleurs, autant APE ils disent qu'ils font ça pour le bien, pour l'écologie, pour tout ça, autant les Martiens, c'est vraiment pour le fun, quoi. Il n'y a pas de motif, hormis, on va dire, la conquête. Ouais. Voilà, mais... Mais même, t'as pas l'impression qu'ils viennent pour conquérir, t'as vraiment l'impression qu'ils viennent là pour se marrer, en fait. Oui, ils n'ont pas besoin de... En fait, là, évidemment, Tim Burton, il s'est beaucoup inspiré des films de science-fiction des années 50, tout ça, notamment La Guerre des Mondes. Ouais. Mais comme quoi, c'est un truc bénin qui va, on va dire, éradiquer la menace.
même si là c'est beaucoup plus loufoque. Mais dans ces films-là, généralement les aliens n'avaient pas de motif en fait, c'était juste ils étaient là pour que les personnages soient en danger et être sauvés après. Et même si, s'ils en profitent pour faire quelques expériences sur des humains, en greffant une tête sur un chien, en greffant une tête de chien sur un humain. Parce que pourquoi pas. Parce que c'est marrant. Et donc on a ces présidents, que ce soit Arnold Schwarzenegger ou Jack Nicholson, d'un côté comme de l'autre, qui se font un peu manipuler. C'est-à-dire, alors, donc on en a parlé pour Schwarzy, mais Jack Nicholson, en fait, à la base, c'est un pacifiste. Il veut pas du tout faire la guerre, il résiste le plus longtemps possible. Et en écoutant les conseils des scientifiques, avec les gens qui veulent faire la guerre d'un côté, c'est compliqué. Puis au final, il finit par céder. Il est tellement désespéré, il finit par accepter de lancer une guerre nucléaire, et qui en fait ne sert à rien, ça ne résout rien. Comme quoi, la guerre ne résout rien. Est-ce que c'est pas ça le message du film? C'est très profond. Ouais. La guerre, c'est pas bien, les enfants. Et la guerre, c'est pas bien. Non, mais au-delà de ça, je pense qu'on peut y voir quand même une critique du lobbying, tu vois, de ces grosses sociétés qui font pression, que ce soit l'armée qui fait pression sur le gouvernement, ou quoi, et puis le gouvernement des États-Unis qui finalement a assez peu de pouvoir, contrairement à d'autres gouvernements. Ou de toute façon, dans une situation, on va dire, exceptionnelle. Alors, on va dire qu'il y a moins d'urgence dans le cas de Springfield, parce que c'est quand même très localisé comme problème. Ouais. Mais oui, effectivement, où souvent, la délégation, ou comme tu l'as dit, d'avoir des services secrets qui font des trucs un peu en cachette, des fois dans le dos même des présidents. Enfin, on sait que, je crois que c'est un truc qui se sait, c'est que la CIA a sûrement fait des trucs sans que les présidents soient au courant. D'autres services secrets dans d'autres pays, mais là on parle des États-Unis dans ce cas-là. Donc oui, forcément c'est une critique. Mais même, surtout le fait d'avoir mis un Schwarzenegger en président. Oui. Parce que bon, évidemment, il a été à cette époque-là, je crois qu'il était gouverneur de Californie. Ouais. Mais je veux dire, Donald Trump, qui a été président des États-Unis, certes, c'est un businessman, mais il a surtout fait de la télé-réalité. C'est surtout ça qui l'a fait connaître. Mais même du Reagan, public. Qui était acteur à l'époque. Voilà. Reagan, effectivement. C'est pour ça que Schwarzenegger, en tant que président, c'est une blague dans le film. C'est pas si choquant en vrai. Non. C'est un peu une thématique qui revient chez les Simpsons, c'est que c'est une blague, mais c'est pas si choquant que ça arrive vraiment. D'où tous les trucs de les Simpsons ont prédit l'avenir. Ouais. Oui, parce que quand ils ont prévu l'élection de Donald Trump, c'est pas si surprenant. D'ailleurs, c'est pas le seul, on va dire, poids lourd Schwarzenegger à être dans le film, parce qu'il y a aussi Mike Tyson. Oui, qui met des patates en dessous de la ceinture au dôme. Ouais. Ça, c'est marrant. Dans les deux films, au moment où la grande menace arrive, c'est un petit peu chacun pour sa peau. C'est-à-dire que dans les Simpsons, une fois que Springfield est enfermé, que la ville est un peu détruite, c'est immédiatement des pillages, la loi de la jungle, Mo qui veut devenir le nouveau grand prophète. Qui se fait totalement ravager son bar. Exactement. Et dans Mars Attack, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'au moment où il y a l'annonce des Martiens qui arrivent, alors pour le coup on a des réactions qui sont assez variées, c'est-à-dire que t'en as qui ont peur, t'en as qui veulent partir en guerre, t'en as qui voient l'arrivée d'un nouveau prophète, d'un nouveau dieu, et t'en as, alors notamment le deuxième personnage joué par Jack Nicholson, parce qu'il joue deux rôles, qui va chercher à capitaliser dessus, donc ils sont à Las Vegas, il veut créer un nouveau casino spécial pour les aliens. Ça me fait un peu penser au personnage de Jim Carrey dans Man on the Moon, donc Andy Kaufman, mais Jim Carrey qui joue aussi Tony Carlton. Le fait de jouer deux personnages totalement décalés dans le film, ça nous permet de faire le lien avec l'épisode de la semaine dernière. Et oui, parce que faire des liens entre des films qui n'ont rien à voir, c'est un peu notre spécialité. Exactement. Mais voilà, ça me fait penser à ça, parce que voilà, ils ont un rôle, un look un peu similaire en plus. Ouais, d'une manière différente, dans les Simpsons, on retrouve un petit peu ça, c'est-à-dire qu'au générique de fin, vu que c'est des doubleurs, on te dit, tel acteur a doublé tous ces personnages dans le film. Ce qui est la même chose dans la VF, justement. Ouais. Sauf à quelques exceptions près, je crois que Lisa, alors en tout cas en VO, Lisa, c'est une seule personne. La doubleuse de Lisa ne fait que Lisa. En version originale ? Ouais. Oui, parce qu'en VF, elle fait Lisa et Bart. C'est ça. Comme Marge qui fait Marge et ses sœurs, ou Homer qui fait Homer et Abraham. Et évidemment, quand j'étais petit, je n'avais pas fait le rapprochement. Et quand tu vois ça, je fais « Oh mon Dieu !» Mais oui, c'est la même voix. Mais c'est surtout que quand tu le vois le faire en live, tu sens que... En vrai, les voix se ressemblent, mais c'est quand même deux personnages différents. Je parlais de quand t'es petit. Le film est sorti en 2007. Ouais. Donc on était petits encore quand le film est sorti. Je pense qu'on avait raté certains sujets, on n'avait pas tout compris. Le truc c'est que justement moi je l'avais vu plein de fois à l'époque, et le truc c'est que là en le revoyant, il y a des vannes dont je me souvenais plus, mais quand elles arrivaient je m'en rappelais.
Je me dis, ah oui, même l'intonation, les vannes, alors que ça va faire... si je dis au moins 10 ans que je l'ai pas vu, je suis large, hein, ça doit faire 10-15 ans que je l'ai pas vu. Et justement, il y a d'autres vannes où je suis en mode, ah, je comprends. Même des vannes de pop culture ou de trucs... genre, à un moment, t'as le vendeur de comic books là, qui parle de Green Lantern et Sinestro. Oui. Que dalle. Mais oui, maintenant, Green Lantern et Sinestro, je vois qui c'est, oui. Voilà. Mais à l'époque, que dalle, quoi. Et après, même d'autres trucs sur la politique et compagnie, quoi. Mais c'est pour ça que c'est marrant de revoir avec un deuxième œil, vraiment quand t'es plus vieux, quoi. Bah oui, en fait, ça fait partie de ces films qui restent dans les mémoires, justement, parce que c'est pas des films qui sont faits pour les enfants, c'est pas des films qui sont faits pour telle catégorie de personnes, c'est des films qui peuvent être vus à différents âges de la vie et qui sont interprétés différemment. De toute façon, tous les bons films d'animation ont 2 niveaux de lecture. Voilà. Alors, pas toujours, parce qu'il y en a qui sont très premier degré, qui sont quand même très très bien. Oui. Mais parce qu'il y en a qui sont plus orientés, on va dire, pour les adultes ou les adolescents. Oui. Mais des films qui parlent autant aux enfants qu'aux parents, et ça fait un peu slogan pour petits et grands, mais c'est vrai, c'est pour ça que la grande majorité des Disney fonctionne bien. Parce qu'il y a toujours un deuxième niveau de lecture, c'est pour ça que Le Roi Lion est devenu culte assez rapidement. Exactement. Oui. Parce que de toute façon, Le Roi Lion s'est inspiré de Shakespeare, si je dis pas de bêtises. Exactement. De Hamlet. Je vais pas dire de quoi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand les gens disent ou rabaissent les Simpsons, non, c'est quand même vachement intéressant. Et c'est vrai que moi, c'est un film que de temps en temps je redécouvre comme ça, et à chaque fois, on découvre des nouvelles choses. Où est-ce qu'on en était? Parce que là, on a bien digressé. Alors, on en était sur du chacun pour sa peau. Oui. Et pourtant, les deux films parlent d'un rapport à la famille qui va venir résoudre le problème. C'est-à-dire que l'individualité ne résout rien. Dans Mars Attack, on va suivre 3 familles, en fait. Donc, on a d'un côté la famille du président, qui ont des liens un peu compliqués, notamment parce qu'on comprend que donc Nathalie Portman, qui joue la fille du président, en fait, c'est la fille de la femme du président, qui du coup a été adoptée plus ou moins, et qui se sent pas très proche, qui se sent pas chez elle dans cette grande maison blanche. On va suivre la famille de personnes noires, avec les enfants qui déglinguent des martiens aux jeux vidéo, et qui vont finir par en tuer dans la vraie vie. Avec leur père qui est comédien à Las Vegas, leur mère qui est chauffeur de bus qui essaie de joindre les deux bouts. Et en fait, c'est en se serrant les coudes. Pour le père qui va résister aux aliens. Ils sont divorcés en plus, je crois, non? Ouais, c'est un peu ça. Et le père qui va tout faire pour revoir ses enfants et qui va résister face aux aliens pour les revoir. Voilà, c'est parce que la famille est là qu'ils vont réussir à survivre. Et enfin, on a cette troisième famille qui vit dans le Nevada, où ils sont assez égoïstes, très conservateurs, qui se montre assez méprisant aussi envers le deuxième fils, qui va être le seul à survivre avec sa grand-mère, justement parce qu'il va essayer de la sauver, parce que les parents disent bah non mais ta grand-mère elle est un peu arriérée, on va l'abandonner. Non, lui il veut continuer à sauver sa grand-mère, et c'est finalement ça qui va sauver tout le monde, puisqu'ils vont découvrir la fameuse musique qui tue les aliens de manière assez magique. Et donc dans les Simpsons, donc on suit pour le coup une seule famille, les Simpsons évidemment, qui, après avoir surmonté beaucoup d'épreuves dans leur famille, après s'être séparés, ils vont se retrouver et finalement, ils vont réussir à sauver la ville. Donc on a, alors, en plus du message assez naïf de « la guerre, c'est pas bien », en fait, dans les deux films, on va avoir ce message de « en se serrant les coudes avec sa famille, on peut venir à bout des difficultés ». Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ce message? Bah, c'est bien, surtout qu'en plus, comme tu l'as dit, Mars Attack, ça brasse, on va dire, plusieurs cadres sociaux. Donc on a le cadre le plus haut, on va dire, quelque part, parce que la famille du président des USA. On a la famille, du coup, afro-américaine, moyenne, on va dire, moyenne-basse. Voilà, avec le père qui galère, qui travaille loin, les enfants. Donc la mère qui est jouée par Pam Grier, en plus. Ouais. Rien que le casting de Mars Attack, quand même, est assez colossal, quand on y pense. Ouais. Que ce soit de futures stars en devenir. Il y a Michael J. Fox. Voilà, ou de stars déjà installées. Et ensuite, on a la troisième famille, donc la famille de la campagne, un peu, comme tu as dit, un peu conservatrice, avec le fils préféré qui s'est enrôlé dans l'armée. Qui arrive à remonter son arme en moins de 2 minutes et qui au final se fait dézinguer comme un malpropre. C'est ça. C'est Jack Black en plus, je l'avais pas reconnu. Ça. Jure. Vérifie, mais oui. Jack Black? Pour ça, j'avais vu... Mais il était maigre avant alors. J'avais vu qu'il était dans le film, je fais « Ah tiens !» Et pendant un moment, je me suis dit « Attends, mais il est où Jack Black ?» Et après, je fais « Ah, c'est lui !» Ah ouais? Eh oui. Ok. Eh ben, pourquoi pas. Et oui, les Simpsons, forcément, les Simpsons qui, on va dire, la famille américaine moyenne, cliché, c'est comme ça que Matt Groening, en tout cas, l'a conçu, quoi. Bah oui, il s'est inspiré directement de sa famille à lui.
Oui. Pour créer ces personnages. Même les habitants de Springfield en soi, c'est tous des clichés. Alors, c'est tous des clichés, que ce soit dans Mars Attack, on est vraiment dans de la caricature pour le coup. Et dans Les Simpsons, on va avoir cette comparaison aussi avec la famille Flanders, qui est donc une famille très croyante, très chrétienne, qui est un peu plus idéale Modèle. dans le style, parce que Ned, il étrangle pas ses gamins, et il leur prépare un petit chocolat chaud avant qu'ils s'endorment. Qui a l'air terrible d'ailleurs. Une scène très satisfaisante, tu sais, d'animation comme ça. Ouais. Et au final, Bart, même si il aimerait bien vivre avec Flanders, il se rend compte que non, son père, c'est Homer et qu'il doit l'accepter tel qu'il est. J'aime bien cette réplique de « Je te laisserai tenir la bombe ». Ah, il me connaît. Et oui. Et avec finalement les petits Flanders qui aimeraient bien tenir la bombe aussi, mais non. Je suis content parce qu'il y a mon personnage préféré des Simpsons. C'est lequel ? Devine. Il a une réplique, donc ça va t'aider. Autobus ? Non. Le Pecno avec son rat qui... Comme tu story dans ton réplique. Non, j'ai très mauvaise imitation. Non, c'est Gros Tony. Ah, oui. Tu sais, quand il veut jeter un cadavre dans Oui. le lac. Pas de soucis, je vais me débarrasser de cet arbre dans un broyeur pour voiture. Bon, c'était pas mon personnage préféré des Simpsons, mais il me fait en général beaucoup rire. Mais chef, vous croyez pas que c'est un cadavre ? Je le croyais jusqu'à ce qu'il me parle d'un arbre. Ouais, les Simpsons, tous les samedis soirs sur W9 à une époque. Bien sûr. Les Simpsons le Prime. Oh là là. Bah oui. C'était toujours les mêmes épisodes qui rediffusaient en boucle par contre. Hein. Oui, écoute. Mais quel régal. À l'époque, je veux dire, maintenant il y a 32 saisons, je pense qu'il y a de quoi faire. Oui. Mais quoique les dernières sont moins bien quand même. oui, forcément, mais du coup, toi, c'est qui ton personnage préféré des Simpsons ? Moi, je dirais que j'adore Willy, le jardinier du collège. Oui. L'Écossais. L'Irlandais. Non, l'Écossais. L'Écossais. Oui. Pardon. Oula, on va pas offenser Attention. les Irlandais qui ne nous écoutent pas. On n'a pas de problème avec les Gallois. Ouais, je l'adore. Et sinon, au-delà de ça, plus classique, mais j'adore Bart dans les Simpsons. Voilà, le casse-cou, le high caramba, tout ça. C'est quelque chose qui est assez culte. Et d'ailleurs, je trouve que dans le film, ils en profitent d'être au cinéma et de pas avoir les règles de la télévision. Et notamment, il y a toute cette scène où il se balade nu sur son skate et où à chaque fois il cache le zizi de Bart, le zigouigoui de Bart, voilà, en jouant un peu avec les attentes du spectateur. Et ils font ce truc qu'ils pourraient pas faire à la télévision américaine, mais qu'ils peuvent faire au cinéma, c'est-à-dire pendant une seconde ou deux, le faire apparaître à l'écran. Et je trouve que c'est assez marrant, c'est assez sympa. De manière générale, le film profite vraiment d'être au cinéma pour faire des choses qu'ils pourraient pas faire à la télé. Tous ces plans avec de la 3D, voilà. Je me suis fait avoir quand je l'ai regardé. C'est-à-dire le film, parce que voilà, forcément le film il n'est pas en format TV, il est en format cinéma, donc en cinémascope. Je vois exactement ce que tu veux dire. Pour ceux qui ne voient pas, c'est quand vous avez les bandes noires en bas de l'écran, enfin en haut et en bas de l'écran. Et le truc c'est que moi je l'ai maté donc, parce que je l'avais en DVD. Donc forcément sur une télé 4K, les DVD c'est moins beau, mais c'est toujours voilà, à la bonne échelle on va dire. Sauf que là, en fait, je commence à lancer le film, et là, je vois que c'est juste un carré au milieu de mon écran. Je me dis, attends, mais... je me dis, putain, il y a une merde ou quoi ? Je fais, pourquoi c'est pas zoomé et tout ? Et là, je vois les bandes sur le côté qui se retirent pour avoir juste les bandes de cinémascope, et je me suis dit, je me suis fait avoir. Tu vois, je pense que je l'aurais vu il y a pas longtemps, je me serais pas fait la réflexion, mais là, je me suis dit, mince. Ben oui, parce que des fois, quand tu regardes des films en qualité moindre, c'est juste un carré au milieu du truc. Oui, c'est parce que, en fait, c'est par rapport au cinéma, c'est parce que c'est censé être diffusé sur un écran de cinéma. Et c'est oui, pour voilà. ça. Alors que la télé, c'était en 4/3 à l'époque, donc avec les bandes sur les côtés. Voilà. Mais moi, dans mes souvenirs, c'était juste les bandes noires qui se mettaient, en fait. Et non, en fait, non, c'est... Et parce qu'au début, il commence en 16:9, comme le format de la télévision, c'est ça. pour après s'élargir. Et c'était exactement pareil, je l'ai maté sur Disney+, et il m'a fait le même truc. Et du coup, j'ai mis pause, je l'ai mis sur mon téléphone pour voir si c'était un bug de ma télé ou quoi. Et après, je me suis dit, bon, tant pis, c'est juste que, je sais pas, ils doivent avoir un problème. En fait, non, c'est au moment du générique, ça s'élargit. T'as pas attendu, toi, 5 secondes. Pareil, au début du film, on reprend le générique de la série avec les nuages, les Simpsons, machin. Le film sur grand écran. Ouais. En accéléré, en plus. Ouais, avec Bart qui recopie, je ne piraterai pas ce film. Parce que pirater un film, c'est mal. Elle me manque cette pub au début des DVD. Ouais, mais c'était dans l'épisode dernier quand on avait parlé de Starship Troopers. Du coup, je l'ai regardé sur mon Blu-ray et c'est un Blu-ray qui date un peu. Ok. Et au début du Blu-ray, il y avait des bandes annonces, mais pour des films complètement oubliés, tu vois.
et qui sortait sûrement en direct ou DVD, tu vois. Et c'est un truc qui se fait plus du tout dans les Blu-ray. Non, c'est vrai. Parce que, alors, on a cette phrase que je sors à chaque fois à la fin du film, enfin à la fin du podcast, de dire vous pouvez retrouver les films en Blu-ray, en DVD, parce que c'est quand même vachement bien de posséder des films plutôt que de les regarder sur des plateformes. Parce que le jour où les plateformes disparaissent, vous ne les aurez plus. C'est ça qu'il faut bien savoir. Bon, vous le savez sûrement, mais des fois ils disparaissent. Le truc, c'est qu'il y a des séries qui ont disparu de Disney ou quoi, mais qui n'ont pas sorti en format physique. Ouais, Bon, là, c'est encore plus grave. Des films aussi, et du coup, le téléchargement, c'est pas bien. En même temps... Mais voilà, vous êtes obligé légalement, vous ne pouvez pas voir le film. Voilà. Ou la série. C'est pas comme si on n'avait jamais téléchargé de films de nos vies non plus. Non. Voilà. Jamais. Et ouais, c'est vrai que sur les Blu-ray, des fois, il y a des Blu-ray qui sont un peu feignants dans les menus ou quoi, mais il n'y a plus de bande-annonce au début. Non. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui manque. Parce qu'en plus, c'est des petites capsules. Quand tu les remates... Ouais, ça te resitue dans une époque, tu sais, de te dire, putain, ce film que tout le monde a oublié, il était sorti à ce moment-là. C'est ça. Récemment, c'était fin d'année dernière, j'ai regardé, je me suis refait la trilogie Spider-Man de Sam Raimi avec ma copine, parce qu'elle les avait jamais vus. Et moi, ça fait longtemps. Je me les mate tous les ans, donc on va dire que ça tombait bien. Mais c'est vrai qu'en revoyant les menus, les bandes annonces des DVD avant, je me suis dit, c'est vrai ça. Qu'il y avait ces films-là ou ces bandes annonces-là, sachant que ces DVD-là, c'est des DVD de l'époque, quoi. Je les ai depuis. Je les ai pas rachetés en steelbook 4K ou je ne sais quoi. Alors, moi, si tu veux, dans ce style-là, j'ai un souvenir très précis de ma VHS de Mission Cléopâtre. Ouais. Où, en fait, quand j'étais jeune, tu vois, on a gardé dans ma famille un magnétoscope pendant très très longtemps. Et j'avais cette VHS que j'ai poncée pendant des années de Mission Cléopâtre, et qui n'était pas une VHS qu'on avait achetée, c'était un enregistrement télé. Ah oui, d'accord. Et je me souviens qu'au tout début, il y avait la météo de Evelyne Delia qui présentait, c'était toujours la même météo, c'était toujours les mêmes pubs. Et du coup, quand je la revoyais 10 ans après l'enregistrement qu'on avait fait, il y avait les pubs, et rien que ça me téléportait dans une autre époque, dans un autre mood, et c'était assez incroyable. Ça, vous l'aurez pas sur Netflix, hein? Ah non, non. Non, mais après, même si on parle de bonus DVD, quoique, alors du coup, j'ai regardé les Simpsons sur Disney+, et il y a une section bonus avec les scènes coupées, alors que j'ai pas regardé. Ah ouais. Mais il y a les scènes coupées, il y a les commentaires du réalisateur et tout. D'accord. Ouais. Et c'est plutôt bien. C'est que sur Netflix, quand j'avais regardé par exemple Le Cercle des Neiges, et ils proposent le making-of, mais c'est un truc qui est à part, tu vois. Oui, c'est un programme à part. Voilà, t'as un programme à part pour te montrer le making-of du film, ça fait pas le même effet que sur un DVD. Quoi. Il devrait faire... alors, j'imagine qu'il doit y avoir des contraintes légales ou techniques, mais... Et quelque part, peut-être qu'on perdrait la plus-value, on va dire, des DVD et des Blu-ray, mais de mettre les making-of, les bêtisiers, les scènes coupées, les commentaires, pour tous les films de tous les catalogues de plateformes de streaming. Pas nécessairement les films originaux, comme Le Cercle des Neiges, qui a été fait par Netflix, ou pour les Simpsons, où la licence appartient à Disney. Alors ça, pour le coup, c'est plus compliqué. J'imagine. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes droits. Oui, voilà. C'est-à-dire que, mettons, si moi, demain, je veux créer une boîte qui fabrique des Blu-ray, je vais racheter les droits d'un film, mais il faut aussi que je rachète les droits de tel making-of, voilà, parce que à chaque fois, tu as les crédits qui sont indépendants. Ok, bon, c'est ce que je pensais. Voilà. Okay. Donc, il y a une question de droit, et je pense pas que les plateformes aient un intérêt énorme. Non. Parce que je pense que ça intéresse une niche particulière de personnes. Voilà. Mais déjà, c'est sympa sur Disney+, d'avoir mis les bonus, certains bonus. Sûr. Ça se voit quand on est pour le format physique. Ouais, on est pour une équipe qui perd, mais c'est pas grave. Même si Oppenheimer, quand il est sorti en Blu-ray, rupture de stock. Ah ouais? Ouais, c'est dire. C'est important, c'est une certaine préservation du patrimoine, quoi. Après, il y a l'argument imbattable un Blu-ray, c'est 30 €, c'est 20-25 € un Blu-ray. Mais ça, je suis pas d'accord. Alors qu'un abonnement à genre Amazon, c'est 8 €. Mais je suis tellement pas d'accord. Voilà, quoi. Mais tu le garderas toujours. Pardon, je te coupais. En fait, c'est extrêmement rare. Moi, j'ai quand même pas mal de Blu-ray dans ma Blu-ray Tech. C'est quand même assez rare que je paye un Blu-ray 25 balles. Oui. C'est vraiment quand le film vient de sortir, quand c'est un gros film. Oui. Même si tu vas à la Fnac, à Cultura, t'as quand même souvent des offres de acheter 3 offerts ou 3 pour 30 €. T'as quand même pas mal d'offres. Et sur le marché de l'occasion, tu peux avoir des Blu-ray pour 3 €, 4 €. C'est ça. Voilà, même des films, même en steelbook, même en coffret collector des fois. Voilà, c'est toujours l'argument du prix. C'est comme les gens qui disent que la place de cinéma est trop chère. Elle est trop chère, effectivement, si tu vas voir un film tous les 2 mois,
payer 10 balles une place de cinéma, je trouve pas ça cher. Non. Et si tu veux, la plupart des salles de cinéma proposent des abonnements. Bon, le Cinépass à 16 € chez Pathé, c'est donné, je suis désolé, pour voir autant de films qu'on veut par mois. Voilà, effectivement, si tu vas voir un film tous les 3 mois, 10 € c'est pas cher. L'argument il se tient si par exemple t'es une famille de 4 Bah oui, et que tu veux voir un film et tout, effectivement ça revient très cher. oui, mais en même temps, c'est un événement. Tu vois. Voilà, bien sûr. C'est comme faire une sortie au resto, quoi. Voilà, c'est ça, c'est à ce moment-là, c'est un événement. Et puis il y a même des abonnements famille. Si tu veux y aller régulièrement avec ta famille, il y a des abonnements pour ça. Voilà, bon, je trouve que le prix est assez correct. Et puis si tu te plains que quand tu vas aller voir Dune, que la place elle est à 25 € parce que tu le vois en IMAX, ouais, mais en même temps, c'est un événement. Et tu vas le voir en IMAX aussi, tu payes pour un... Voilà, tu payes pour aussi une qualité que tu auras. Enfin, tu payes pour une expérience en fait. Bien sûr. Donc, Après, ça pourrait être moins cher, on est d'accord. Hein. Oui, ça pourrait être moins cher, mais en même temps, le prix est justifiable. Après, il y a toujours, si vous habitez dans une grande ville, ou même dans une petite ville, hein, des fois, si vous voulez pas aller dans les multiplex parce que c'est trop cher, vous avez aussi les cinémas de quartier, alors, Ouais, qui sont en général un peu plus arrêt essai, mais qui passent des fois les blockbusters, alors peut-être pas la semaine de sortie, mais 2 ou 3 semaines après, mais si vous n'êtes pas pressé de voir les films et que vous les payez moins cher, c'est toujours une opportunité. mais c'est tout le truc de Christopher Nolan qui arrive, quand il fait des Interstellar ou quoi, il arrive à être diffusé à la fois dans les gros cinémas et à la fois dans les petits cinémas RSC d'auteur, tu vois. Voilà, donc il y a toujours des alternatives. Après, le seul argument que je reçois pas, c'est quand les gens me disent ouais, mais quand je vais au cinéma, je paye une blinde et qu'ils payent la place, le popcorn, le coca, tu dis ah, c'est bon, déconne pas non plus, quoi. Et globalement, le cinéma, après, ça reste une expérience. Et effectivement, les plateformes n'arriveront jamais à proposer la qualité. Non. Mais ne serait-ce que d'un À Blu-ray. part si t'as une salle cinéma chez toi, et C'est-à-dire encore. que, mais non, mais en fait, Netflix, il te propose un abonnement hyper cher pour regarder tes films en 4K. Mais ça a beau être de la 4K, c'est pas la même. C'est quoi? C'est le bitrate ou le. Oui, oui. euh, Je sais pas les spécificités techniques, mais enfin, c'est pas la même. c'est pas comme un film projeté sur un écran, quoi. C'est pas la même définition, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir les noirs qui vont être moins profonds, tu vas avoir des artefacts à l'image. C'est pas, voilà, encore une fois, un Blu-ray, c'est la qualité ultime si tu veux le regarder chez toi, quoi. Voilà. On va revenir au sujet de base, qui était Mars Attack et les Simpsons, le film. On a une scène en particulier qui est la même, qui est dans le même style dans les deux films. On a la scène Blanche-Neige, comme je l'ai surnommée. Ça va parler, si vous avez vu le film, dans les Simpsons. Il y a à un moment donné Homer et Marge qui se retrouvent tout seuls dans un chalet. Et donc on va avoir des petits oiseaux, des bambis qui vont venir... Des bambis. Des fans, des biches, mais oui, je trouve les mots chiants, donc je dis Des bambis, des bambis d'accord. qui viennent aider Homer et Marge à se déshabiller avant d'aller au lit et qui après sont choqués de ce qui se passe devant leurs yeux. C'est une scène qui m'a toujours fait marrer pour le coup. Et à la toute fin de Mars Attack, on a aussi cette scène complètement lunaire avec des personnages qui viennent faire des câlins à des biches et à des oiseaux et des machins. Je sais pas ce qu'elle fout dans ce film, mais c'est là. C'est marrant, une scène complètement lunaire dans Mars Attack. Je te couperai pas du montage. C'est bien qu'il y ait ce petit blanc là pour Mhm. qu'on sent, que les spectateurs. En fait, si les spectateurs arrivent à se figurer le désespoir dans tes yeux, Ouais, c'est dommage qu'on filme pas, c'est dommage que ce soit disponible qu'en audio. aïe aïe aïe. Mm. De manière générale, est-ce que tu as d'autres points à rajouter? Comme je t'ai dit en début de chronique, j'ai envie de voir le Batman de 89 maintenant, vu que je suis un peu dans la vibe Tim Burton et notamment parce que Jack Nicholson est dans les deux films. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Jack Nicholson, quand il a voulu jouer dans Mars Attack, en fait, il a même pas lu le scénario. Il a accepté tout de suite parce qu'il avait adoré bosser avec Tim Burton sur le Batman. Et du coup, il s'est dit, vas-y, je signe. Bon, sûrement que devait y avoir un gros chèque parce que Possible. à l'époque, il banquait quand même Nicholson. Mais voilà, c'est ça qui est marrant quand les acteurs se posent même pas la question. Contrairement à Pam Grier, qui est donc, vous avez sûrement déjà vu peut-être dans Jackie Brown, Ouais. qui est la mère donc, de la famille afro-américaine. Qui a un tout petit rôle d'ailleurs. C'est ça, elle n'a pas beaucoup de place, mais bon, c'est quand même une actrice, on va dire, très connue. Ce qui est marrant, c'est qu'elle, lors de l'audition, en fait, elle ne pouvait pas venir parce que son chien était gravement malade. Et Tim Burton, il a insisté quand même parce qu'il la voulait vraiment dans le film. Et en fait, au bout d'un moment, il a dit, bon, je sais que tu peux pas venir faire l'audition, mais en fait, quelque part, tu l'as déjà fait parce que tu n'as pas voulu abandonner ton chien, un peu comme le personnage qui ne veut pas abandonner ses enfants. Voilà, la comparaison est limite, mais dans le sens où oui, c'était qu'un être cher, ça se tient, et du coup, elle a eu le rôle quand même, sans avoir eu techniquement à auditionner. Et son chien est allé mieux, je crois, après.
et on lui souhaite le meilleur. S'il Bon, nous écoute. ça fait longtemps, je pense que... Bon, En tout cas, ça fait partie des valeurs que représentent ces deux films. De manière générale, c'est des films qui regorgent de gags visuels. Alors, on peut pas tous les décrire ici, évidemment, mais ils profitent en tout cas de cet aspect comique pour aborder des thèmes importants comme la famille, on en a beaucoup parlé, et tenir une certaine critique vis-à-vis des États-Unis, notamment des réseaux de renseignement, on n'en a pas trop parlé. non. Mais c'est vrai que dans les Simpsons, il y a tout ce truc de... ils sont écoutés partout où qu'ils aillent, ils sont surveillés, comme dans le film Snowden. Avec le mec de la NSA qui est enfin content d'avoir chopé une écoute suspecte, on va dire. Ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce 11e épisode de Rien à voir les films. J'espère que ça vous a plu. Et pour la prochaine fois, Benjamin, c'est toi qui vas choisir les films. Oui. Quels sont-ils ? Alors, on va parler des enfants des autres, Ok, avec Virginie Efira. ouais. Et le deuxième film sera Evil Dead Rise, dont j'ai déjà parlé une ou deux fois dans le podcast. Et je sais que tu es ravi. Et tu sais que j'appréhende ce visionnage parce que ouais, on en avait parlé dans l'épisode sur Fog et Oui. sur The Mist, Mhm. où j'avais dit que ouais, moi, les Evil Dead, tout ça, c'est pas forcément des films avec lesquels je me sens hyper à l'aise, mais... Il va falloir t'y cogner. Et j'avais dit, ouais, la seule manière pour toi de me les faire voir, c'est de les foutre dans un épisode de Rien à voir les films. Ouais. Et c'est ce que tu as fait. Je l'ai pas fait de suite parce que... parce que c'était pas à moi de choisir, tout simplement. Oui, mais du coup, tu l'as fait de suite dès que c'était à toi de Ouais, choisir, voilà. en fait. Je t'ai laissé un peu le temps de te préparer. Et ben en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Mars Attacks en VOD et les Simpsons sur Disney+. Les Simpsons, le film, sur Disney+. Et bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite. Ciao, bye. Salut! Laissez-le jaillir. D'horribles choses vont arriver. Une queue tendue, un millier d'yeux, piégés à jamais. Les Martiens nous ont attaqués. C'était pas un malentendu, j'étais là-bas, je le sais. Écoute, tu te tracasses à propos d'hier. Et moi, c'est demain qui me tracasse. Des martiens qui atterrissent, il leur faut une queue au loquet. Ils sont comme n'importe qui. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde.